Salut à tous, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on parle de Arigato. Arigato est un jeu de Mélodie Ladra et de Florian Siriex. Il est illustré par Thomas Bretons. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans, des durées de partie d'environ 45 minutes et le jeu est édité par Ludonote. Dans tout le pays, tous les villages s'animent. Dans 12 jours, c'est l'anniversaire du shogun. Pour lui rendre hommage, chaque chef de village s'affaire à rassembler les meilleurs artisans, préparer les meilleures offrandes et les livrer à temps afin de gagner les faveurs du seigneur. Dans Arigato, vous incarnez le chef d'un village en pleine effervescence. Votre objectif, combiner au mieux les talents de vos artisans, gérer vos ressources avec soin et produire des œuvres dignes du shogun pour obtenir le plus grand nombre de faveurs à la fin du 12e jour. Arigato est un jeu de cartes compétitif et stratégique où la planification, la simultanéité et la combinaison d'effets créent une expérience aussi tendue qu'élégante. Chaque partie se joue en 12 manches composées de 3 phases, jouées simultanément par tous les participants. La phase d'aube, où vous répartissez secrètement le rôle de vos 5 artisans, 2 voyageurs, un résident, 2 fabricants. Ensuite, la journée, vous révélez vos cartes et activez vos artisans. Les fabricants produisent des objets, les résidents déclenchent leurs effets spéciaux. Faites attention à gérer vos ressources pour les offrandes au shogun. Et finalement, le crépuscule. Le shogun énonce ses caprices du jour, et si vous remplissez ses exigences, vous gagnez des faveurs supplémentaires. Après 12 jours de festivités, le joueur ayant accumulé le plus de faveurs remporte la partie. Le cœur du jeu repose sur la gestion de main et la synergie de vos cartes. Chaque tour est un puzzle de décision. Qui envoyer produire, qui garder au village, quand offrir ou conserver ses objets. Les actions simultanées rendent les parties fluides et interactives, tout en laissant place à une profonde réflexion stratégique. C'est un jeu qui plaira aux amateurs de gestion élégante et à ceux qui apprécient les défis calculés hautement tactiques. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer les règles du jeu. Je vous parlerai du fonctionnement du mode solo. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur le jeu. Pour la mise en place, vous allez commencer par créer la pioche artisan. Vous prenez toutes les cartes artisans du jeu, vous les mélangez, puis vous les placez sur la table en une seule pile face cachée. Vous avez 20 origamistes, 20 botanistes, 20 forgerons, 20 sculpteurs, ainsi que 20 artificiers. Au cours du jeu, vous défaussez des cartes artisans, placez-les au centre de la table dans une des fosses communes. Ensuite, vous allez créer la réserve d'objets. Vous avez en bleu 12 origamis, en vert 12 bonsaïs, en jaune 12 katanas, en violet 12 statuettes, et en rouge 12 feux d'artifice. Ici, vous avez les jetons faveurs. Vous allez former une réserve avec les 39 jetons, qui sont répartis de la manière suivante. 16 jetons de 1, 12 jetons de 3, 11 jetons de 10. En dessous, vous avez les 50 jetons objectifs. Les objets, les faveurs sont en quantité limitée. Si des jetons venaient à manquer, notez-les ou utilisez le matériel de votre choix pour tenir le compte. Ensuite, vous allez placer 2 tuiles calendrier, l'une à côté de l'autre, sur les faces de votre choix, en respectant l'ordre numérique croissant. Elles forment le calendrier. Placez ensuite le jeton jour sur le jour 1 du calendrier. Ensuite, chaque joueur va prendre 4 jetons offrandes, un plateau village, ainsi qu'un plateau porte du palais. Le plateau village comporte 4 emplacements correspondant à vos 4 ateliers, chacun pouvant accueillir un artisan. Lorsque vous récupérez des objets, stockez-les à côté de votre village dans votre stock personnel. Les cartes artisans sont composées de différents éléments. Ici, vous avez les faveurs, ce sont les points de victoire. Ici, ce sont les objets nécessaires pour préparer l'offrande. L'objet que cet artisan fabrique, le type d'artisan, les effets de la carte, les conditions pour déclencher l'effet, et les contraintes de placement dans le village. Comment se passe le jeu? Dans Arigato, vous incarnez la personne en charge de votre village. Dans 12 jours, c'est l'anniversaire du shogun, et votre objectif est de gagner ses faveurs. Pour cela, préparez-lui de somptueuses offrandes grâce au savoir-faire de vos meilleurs artisans. Aidez-les à les fabriquer, puis envoyez-les au palais. Une partie se déroule en 12 tours, représentés par les 12 positions du jeton jour sur le calendrier. Chaque tour se divise en 3 phases distinctes, jouées en simultané par toutes les personnes. Veillez à ce que tout le monde ait terminé la phase en cours avant d'entamer la suivante. Il y a d'abord une phase d'aube, qui est l'attribution des rôles. Vous choisissez secrètement le rôle de chacun de vos 5 artisans en main. 2 voyageurs à transmettre au village à votre gauche, 2 fabricants à conserver pour produire des objets lors de la phase suivante, ainsi qu'un résident à installer dans votre village pour fabriquer des offrandes et profiter de ses effets. Votre village dispose de 4 ateliers. Vous devez donc faire des choix stratégiques quant aux résidents que vous avez installés. Ensuite vient une phase de journée, c'est la gestion des artisans et la préparation des offrandes. Vous révélez vos cartes artisans précédemment choisies et récupérez les objets fournis par vos artisans fabricants. Déclenchez ensuite, si possible, les effets de vos artisans résidents. Gérez vos objets et tentez de réunir ceux demandés par vos résidents afin de préparer des offrandes pour le shogun. Vient ensuite une phase de crépuscule, qui est la phase de fin de tour, où vous vérifiez si vous remplissez l'objectif du jour. À l'issue des 12 tours, la personne ayant cumulé le plus de faveurs, obtenues grâce aux offrandes, aux effets des cartes et aux objectifs, remporte la partie. La première phase est donc l'attribution des rôles lors de l'aube. Vous allez d'abord commencer par former votre main. Au premier tour, vous piochez 5 cartes artisans pour former votre main. N'avancez pas le jeton jour. Lors des tours suivants, vous piochez 3 cartes et vous récupérez les 2 cartes que la personne à votre droite a placées
entre vous au tour précédent. Avancez ensuite le jeton jour sur la position suivante du calendrier. Si la pioche est vide, mélangez les cartes artisans de la défausse et reformez une nouvelle pioche. Comment se passe l'attribution des rôles? Attribuez secrètement un rôle à chacun de vos 5 artisans en main. Un résident, c'est un artisan qui devra s'installer dans votre village. 2 voyageurs, 2 artisans devront voyager vers le village à votre gauche, ainsi que 2 fabricants, 2 artisans qui devront fabriquer des objets. À l'aube, les artisans se séparent pour aider chaque village à préparer l'anniversaire du shogun. Pour l'artisan résident, vous choisissez l'artisan résident que vous souhaitez installer dans votre village et vous le placez face cachée sur un atelier libre. Veillez à respecter sa contrainte de placement. L'installation est autorisée selon les symboles indiqués. L'installation est interdite si la contrainte n'est pas respectée. Important, vous devez placer un artisan résident à chaque tour. Si les 4 ateliers de votre village sont déjà occupés, vous devez libérer un atelier avant d'y installer un nouvel artisan. Pour libérer un atelier, vous pouvez libérer un atelier à tout moment de la phase aube ou de la phase journée, en retirant la carte artisan qui s'y trouve. 2 cas se présentent. S'il n'y a pas de jeton offrande sur cette carte artisan, placez-la dans la défausse. Vous ne gagnez ni faveur ni objet. S'il y a déjà un jeton offrande sur cette carte artisan, placez-la sous votre porte du palais. Remettez le jeton offrande à côté de votre village. Les faveurs de cet artisan seront comptabilisées en fin de partie. Vous ne pouvez pas préparer une offrande durant la phase 1, mais uniquement durant la phase 2, la journée. Par exemple, pour le résident, si je veux le poser, je pourrais le poser comme ceci, mais bien entendu, je le pose face cachée. Ensuite, vous choisissez 2 artisans voyageurs et vous les placez face cachée à votre gauche, entre votre village et celui de votre adversaire. Cette personne les prendra en main au début du tour suivant. Ensuite, vous choisissez 2 cartes artisans que vous gardez en main. Lors de la prochaine phase, vous les défausserez pour gagner les objets qu'ils produisent, qui est indiqué dans la lanterne. La dernière phase de l'aube se déroule de manière différente lors du dernier tour. Vous attribuez un rôle de résident, 4 rôles de fabricant, et 0 rôle de voyageur. Lorsque tous les villages ont attribué un rôle à chacun de leurs 5 artisans, passez à la phase suivante. La phase suivante est donc la phase de journée. C'est la gestion des artisans ainsi que la préparation des offrandes. Vos artisans se mobilisent pour fabriquer et préparer les offrandes du shogun. Vous allez commencer par révéler la carte artisan posée face cachée dans votre village. L'effet de cet artisan se déclenchera chaque fois que sa condition sera remplie, à partir de maintenant et jusqu'à ce qu'il quitte votre village. Selon la carte, cet effet peut se produire à différentes phases du jeu. Placez ensuite les 2 cartes que vous avez gardées en main, donc les artisans fabricants, dans la défausse. Prenez dans la réserve les 2 objets fabriqués par ces artisans et placez-les dans votre stock personnel. Toutes les cartes artisans voyageurs restent face cachée jusqu'au début du tour suivant. Vous pouvez toutefois consulter secrètement les cartes que vous avez passées au village voisin. C'est-à-dire que si par exemple j'avais gardé ces 2 cartes pour les défausser, je prendrais les objets qui sont indiqués là. La phase de la journée se déroule de la même manière lors du dernier tour. La différence, que vous fabriquez 4 objets au lieu de 2. Ensuite vient la gestion du village. Vous pouvez réaliser les actions suivantes autant de fois que vous le souhaitez dans l'ordre de votre choix. Échanger des objets. Vous défaussez 2 objets identiques de votre stock, puis vous prenez un objet différent de votre choix dans la réserve. Préparez une offrande. Préparez une offrande d'un artisan de votre village. Pour cela, défaussez de votre stock tous les objectifs requis par cet artisan, puis placez un jeton offrande sur cette carte. Toutefois attention, pour préparer l'offrande d'un artisan, il faut défausser tous les objets requis en une seule fois. Envoyez un artisan au palais, vous retirez une carte artisan de votre village, vous la placez sous votre porte du palais à condition qu'elle ait déjà un jeton offrande. Puis vous remettez ce jeton offrande à côté de votre village. Les faveurs de cet artisan seront comptabilisées en fin de partie. Vient ensuite le crépuscule à la fin du tour. Chaque jour, les désirs du shogun changent. Y répondre apporte des faveurs au village. Au début de cette phase, vérifiez si dans votre village, un ou plusieurs artisans ont cette icône-là. Leur effet se déclenche dans l'ordre de votre choix. À partir du 2e tour, si vous remplissez l'objectif du jour, vous prenez un jeton objectif. Vous avez dans le livret de règles, ici, toutes les différentes icônes qui sont rappelées, que vous retrouvez ici. Cela peut être n'importe quelle carte, carte de type identique, carte de type différent, carte avec un jeton offrande, n'importe quel objet dans votre stock, objet identique dans votre stock, objet différent dans votre stock. Et les localisations peuvent être dans votre village, sous votre porte du palais, dans votre village et sous votre porte du palais. À la fin de cette phase, vérifiez votre stock d'objets. Vous ne pouvez garder que 7 objets. Défaussez les objets de votre choix si vous en possédez davantage. Quelle que soit la phase, chaque fois que vous atteignez ou franchissez un palier de 10 faveurs, grâce aux effets de vos artisans, gagnez immédiatement 2 objets de votre choix, identiques ou différents. Par exemple, à 10 faveurs, gagnez 2 objets. À 20 faveurs, gagnez 2 objets supplémentaires et ainsi de suite. Lorsque le 12e et dernier jour du calendrier est atteint, c'est le dernier jour du jeu. La phase 1, l'aube, installez un résident et gardez en main 4 fabricants. La phase 2, la journée, défaussez vos 4 fabricants pour récupérer 4 objets. Les effets peuvent se déclencher et vous pouvez réaliser des actions normalement. Phase 3 du crépuscule, les effets des cartes avec l'icône que je vous ai montré se déclenchent comme d'habitude. Il n'y a pas d'objectif de fin de tour. Quand le dernier tour est complètement terminé, prenez de quoi noter et comptez vos faveurs. Vous allez commencer par les objectifs. Marquez un nombre de faveurs dépendant du nombre de jetons objectifs que vous possédez, selon le tableau de score, qui est rappelé ici.
ajoutez les jetons faveur gagnés au cours de la partie grâce aux effets de vos cartes artisans. Les artisans livrés, ajoutez la valeur totale des faveurs des cartes artisans placées sous votre porte du palais. À savoir, les artisans encore présents dans votre village et les objets de votre stock ne rapportent rien. La personne ayant le plus de faveurs remporte la partie. En cas d'égalité, la victoire est partagée. Vous avez également, à la fin du livret de règles, si vous avez un doute sur les différentes conditions, tout qui est très bien rappelé, c'est très clair. Comme je vous disais, je vais maintenant vous parler du mode solo du jeu. Le mode solo se joue comme le mode standard, à quelques exceptions près. Au début de votre tour, piochez 5 cartes au lieu de 3. Conservez à gauche de votre plateau, face cachée, toutes les cartes artisans voyageurs, celles que vous faites normalement passer à votre adversaire. En fin de partie, après 12 tours de jeu, triez les 22 cartes artisans voyageurs que vous avez conservées et regroupez-les par type d'artisans. Regroupez tous les sculpteurs ensemble par exemple. Comptez des faveurs pour chacun des 5 groupes d'artisans du même type. Additionnez ensuite les faveurs des 4 groupes rapportant le plus. Et c'est le score à battre. Si vous dépassez ce score, vous avez gagné. Le mode solo permet de découvrir le jeu, de faire différentes stratégies et de voir comment fonctionnent tous les artisans et comment tout cela fonctionne. Ça permet de bien appréhender le jeu. Moi, je vais passer de bons moments. Après cela, je vais donc maintenant vous donner mon avis sur le jeu. Certains jeux brassent des ressources et d'autres brassent des émotions. Arigato lui tisse patiemment les deux. Sous ses airs feutrés et son rythme régulier comme un battement de tambour taiko au loin, il cache une mécanique précise, ciselée avec le soin d'un artisan. Ici, rien ne crie, rien ne bouscule. Tout respire la retenue, la mesure, la beauté du geste. En 12 jours, 12 tours de jeu, chaque village cherche à séduire le shogun par le travail de ses artisans. 12 matins, 12 journées, 12 crépuscules qui tracent une calligraphie ludique, où chaque coup de pinceau compte. Et les premiers instants, Arigato impose son tempo. La partie s'écoule comme une cérémonie du thé, précise, codifiée, mais toujours porteuse de sérénité. Chaque tour, le jeton avance sur le calendrier, marquant le passage du temps. Le joueur, lui, choisit quels artisans mobiliser, qui envoyer sur des routes, qui installer au cœur du village. Ce rythme cyclique donne au jeu une musicalité rare. Rien ne s'emballe, rien ne s'étire, chaque tour est un battement de cœur, une respiration, une nouvelle chance d'harmoniser ses ressources et ses ambitions. La structure, 3 phases claires, aube, journée, crépuscule. Scande, la partie avec élégance. À l'aube, tout est promesse. On observe sa main d'artisan, on prépare les alliances du jour. Durant la journée, l'activité s'intensifie. On fabrique, on échange, on sculpte le plan qui prendra forme au crépuscule. Et lorsque vient la fin du jour, l'atmosphère se détend. L'heure est aux récompenses, aux faveurs du shogun, à la satisfaction d'un travail bien accompli. Ce rythme mesuré est l'une des grandes réussites du jeu. Il invite à la contemplation stratégique. On ne joue pas à Arigato en se hâtant, mais en respirant. Arigato s'appuie sur une mécanique de rôle aussi simple à saisir qu'elle est subtile à maîtriser. Chaque tour, le joueur tient 5 cartes en main. 2 du vendeur voyageur, partant vers un village voisin. Une idée charmante, qui traduit le partage de savoir-faire. 2 autres sont les fabricants, travaillant d'arrache-pied pour créer des objets nécessaires à vos offrandes. Enfin, un dernier sera résident, s'installant dans un atelier de votre village pour y produire ses merveilles et vous faire profiter de ses effets. Ce choix répété 12 fois ne lasse jamais, il forme le cœur battant du jeu. Cette mécanique, à la fois sobre et pleine de ramifications. Chaque décision a un poids. Un atelier ne peut accueillir qu'un nombre limité de résidents. Un artisan chassé de son poste peut emporter avec lui une offrande précieuse, une main mal équilibrée et le rythme de production s'effondre. Le système d'échange et de fabrication ajoute une tension constante. Faut-il garder ces 2 objets identiques pour un futur échange ou les sacrifier maintenant pour produire une offrande? L'économie du jeu est douce mais exigeante. Chaque ressource semble avoir une odeur, une texture, une importance. Ce qui distingue Arigato, c'est la manière dont son thème et sa mécanique se répondent. Tout, dans la conception du jeu, évoque le soin du travail manuel, la précision du geste. Les artisans ne sont pas de simples cartes, ils incarnent la patience, la minutie, la beauté d'un savoir-faire transmis. Les origamistes plient la délicatesse, les forgerons trempent leur acier, les sculpteurs révèlent la forme cachée dans le bois, les botanistes font fleurir leurs offrandes miniatures. Chaque type d'artisan fabrique un objet spécifique et ces objets, rassemblés avec soin, composent les offrandes au shogun. On ressent presque à chaque action le froissement du papier, la chaleur du métal, la senteur du bois fraîchement taillé. C'est cette sensorialité abstraite, si rare dans un jeu de gestion, qui donne à Arigato une dimension poétique. Le cœur d'Arigato bat entre 2 pôles, la planification, l'adaptation. Anticiper est vital, il faut aussi savoir se laisser guider par le flux. On pense à ces peintres zen qui, avant de tracer un trait, ferment les yeux pour en sentir le mouvement. Dans Arigato, tout est question de rythme intérieur. Choisir quand préparer, quand livrer, quand libérer un atelier, quand patienter. Le jeu ne récompense pas la précipitation, il célèbre la cohérence. Seul un joueur capable d'harmoniser ses artisans, ses objets, ses faveurs et ses objectifs. Les plus belles parties sont celles où tout s'enchaîne naturellement. On lance son village, respirer, prospérer, s'équilibrer. Et lorsqu'on parvient à envoyer au palais une offrande parfaite, soutenue par des effets bien calculés, une satisfaction paisible s'installe, comme le dernier geste d'un artisan posant son outil. Sous ces airs paisibles, Arigato cache une vraie intensité. Mais cette intensité n'est jamais agressive. On se mesure aux autres bien sûr, mais toujours avec élégance. L'interaction, le passage de cartes entre villages, traduit une compétition coopérative, presque respectueuse. Vos choix influencent le voisin sans jamais le heurter. C'est une rivalité feutrée, polie, où chacun cherche à se démarquer par la beauté de son œuvre plutôt que par la destruction de celle des autres. Le plaisir du jeu naît de cette tension convenue.
On s'observe, on devine, on s'adapte, tout en maîtrisant l'harmonie. Le mode solo, lui, transforme cette rivalité douce en un exercice méditatif. Battre le score du shogun devient un dialogue intérieur. On ne lutte pas contre un adversaire, on cherche à se perfectionner. Là où beaucoup de jeux de gestion se perdent dans la mécanique, Arigato s'en dégage avec grâce. Son atmosphère apaisée et lumineuse invite à ralentir. Les illustrations, les symboles, la structure même des tours participent à un sentiment d'ordre et de beauté. Chaque journée de jeu est comme une page incarnée d'artisan. On y consigne les efforts, les choix, les réussites, les regrets. Et quand la 12e journée s'achève, on contemple l'ensemble avec une forme de fierté calme. Pas celle de la victoire éclatante, mais celle du travail bien fait. C'est un jeu où le temps devient matière, où le plaisir réside autant dans le parcours que dans le résultat. Quand le dernier jour du calendrier se termine, tout semble se refermer avec douceur. Les artisans livrent leurs offrandes, les faveurs sont comptées, et le shogun silencieux reçoit nos hommages. Il n'y a pas de grande explosion, pas de triomphe tapageur, seulement la satisfaction d'un cycle achevé. Le décompte final, entre objectifs atteints et faveurs gagnées, résonne comme un inventaire poétique. Ce que j'ai produit, ce que j'ai offert, ce que j'ai accompli. Même la défaite ici garde un goût de calme. Elle invite à recommencer, à mieux organiser son village, à affiner ses choix. Arigato réussit à transmettre cette sensation rare, la beauté de la maîtrise progressive. Tour après tour, on devient meilleur, plus précis, plus fluide. Comme un artisan qui polit son art jusqu'à la perfection. Au fond, Arigato parle du temps, de la patience, de la grâce du geste réfléchi. Il nous rappelle que la stratégie n'est pas toujours une affaire de domination, mais parfois d'harmonie. Que le plaisir du jeu peut venir d'un équilibre, d'une justesse, d'un enchaînement fluide, où tout se met en place, comme les pétales d'un lotus qui s'ouvre. C'est un jeu qui apprend à observer, à écouter, à savourer les conséquences de ses choix. Un jeu où la récompense n'est pas seulement le score, mais la sérénité du processus. Arigato ne cherche pas à nous éblouir, il nous apaise, nous inspire, nous remercie de notre attention. Et quand la dernière offrande est livrée, quand le shogun incline la tête avec bienveillance, on comprend que le véritable cadeau n'était pas pour lui mais pour nous. Celui d'un moment suspendu, entre réflexion et beauté, où chaque joueur devient à son tour un artisan du jeu. Arigato. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir ce jeu. Encore une très belle production de Ludonote, un éditeur qui j'aime beaucoup, qui on pense actuellement d'ailleurs. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez déjà joué au jeu ou si vous l'attendez. Vous pouvez également activer la petite cloche sur YouTube pour être tenu au courant de toutes mes vidéos et savoir quand elles sont disponibles. Vous trouvez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux pour me suivre. N'hésitez pas à venir me dire bonjour, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu.